Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, on embarque avec deux jeunes qui, j'en suis sûre, seront pour beaucoup source d'inspiration. Sybille Pillet et Lilian Mercier ont tous les deux traversé l'Atlantique pour combattre une maladie qui les a frappés, le cancer. Merci d'être avec nous ce matin. C'est une aventure humaine extraordinaire, une expérience de vie que vous allez nous raconter. Vous êtes accompagnée ce matin d'une amie, Marianne Lucas. Bonjour. Vous êtes étudiante, vous êtes en rémission d'un cancer de la lymphe et vous êtes aussi très engagée à votre niveau. Et avec nous aussi le docteur Jacinthe Bonneau, bonjour, médecin coordinateur du dispositif Obagi, organisation qui accompagne les 15-25 ans qui sont atteints d'un cancer. Merci à tous les quatre d'être parmi nous ce matin. Alors avant qu'on parle de votre projet, de votre histoire, c'est d'abord une passion commune qui vous lie tous les deux, cette passion de la mer. J'étais curieuse de savoir quels ont été vos premiers pas, Sybille, dans l'eau. Alors nous, ça a vraiment été une passion familiale. On a commencé à faire du bateau avec mes sœurs, on est 4 filles. Je pense qu'à 2 ans, j'étais déjà sur un bateau. Et on faisait pas mal de bateaux l'été, on partait un mois en famille. Et on a fait un tour, on partait de Bretagne et on a fait tout le tour de la Méditerranée en bateau pendant un mois, pendant 7-8 ans. Donc j'ai toujours eu cette passion de la mer. Et donc la navigation, c'est une affaire de famille dans la famille Pillet. Oui, parce que le papa aussi baigne dans ce milieu-là. On est tous ensemble sur le bateau. Et pour vous, Lilian, quels sont vos premiers souvenirs tournés vers la mer ? C'est un stage de voile dans le golfe du Morbihan à 8 ans. Et voilà, c'était le départ pour rester sur l'eau depuis 15 ans maintenant. Donc voilà, ça s'est pas arrêté. Et pourquoi la voile ? Parce qu'on a déménagé au bord de mer. Et donc c'était l'occasion de découvrir une nouvelle aventure. Un papa faisait un peu de la planche à voile, mais c'est tout, rien de plus. Donc je suis pas d'une famille de voileux, mais je suis le seul à baigner maintenant dans la mer. Et pourtant, aujourd'hui, c'est du sport de haut niveau que vous faites presque. Ouais, c'est même mon métier de tous les jours. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis entraîneur de voile et je fais de la course au large. Alors, à quel moment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Est-ce que j'avais lu que vous étiez fréquentés dans le même lycée ? C'est ça ? Oui, c'est avant la maladie, en fait, finalement, que vos routes se sont déjà croisées ? Alors on n'avait pas le même âge. Ouais. On s'est connus, on était dans le même établissement scolaire, qui était collège-lycée. Et voilà, par ce biais-là, on s'est rencontrés par du coup ma petite sœur qui le connaissait, qui avait le même âge que lui. Et donc après, nos trajets se sont rencontrés via le projet. Avec la maladie notamment, Exactement. parce que vous avez été atteint d'une leucémie, Lilian, d'un cancer du sang pour vous, Sybille. On est à des années-lumière de ça quand on a 20 ans. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand on a... Moi, j'avais 21 ans quand on m'a diagnostiqué. Et on est à des années-lumière, comme vous dites, de s'imaginer qu'on va être diagnostiqué d'un cancer. Enfin, je me rappelle, j'avais des symptômes, je toussais beaucoup et je me disais, bon, c'est un gros rhume, une bronchite, ça va passer. Donc, je ne suis pas allée voir de médecin, je n'ai pas poussé les tests. Et c'est vraiment longtemps après que j'ai découvert ça. Et comment on reçoit ça ? J'imagine que ça va être terrible. C'est un peu qu'est-ce qui vous traverse En fait, on ne réalise pas du tout. Moi, à ce moment-là, j'étais en stage à Paris et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais très fatiguée tout le temps. Et c'est vraiment à la fin de l'été que j'ai commencé à faire des diagnostics. Et à chaque fois, les médecins me renvoyaient un peu « Oui, alors ça ne va pas trop, votre état de santé, il faut aller voir un spécialiste. » Et personne ne voulait vraiment me dire ce que j'avais. Et c'est mon pneumologue qui a fini par me le dire. J'ai appris plus ou moins moi-même. Et ça fait vraiment bizarre d'entendre ce mot cancer. C'est vraiment un mot qui fait peur. Et on ne réalise pas. Enfin, on se dit, waouh, ok, chimiothérapie, on pense à la mort. Enfin, c'est vraiment des mots qui font peur, surtout quand on est jeune. Et pour vous, Lilian, comment vous avez été diagnostiquée ? Pareil, est-ce que vous avez senti des symptômes ? C'est parti de douleurs au dos. Donc moi, j'étais en entraînement sportif, donc c'était un peu perturbant parce que en tant que sportif, on pense d'abord à la blessure. Et du coup, mon premier réflexe, ça a été d'appeler mon kiné pour gérer mes douleurs de dos. Et ça, c'était accumulé avec beaucoup de fatigue aussi.
Et j'ai fini par rentrer chez mes parents. Je ne suis pas trop quelqu'un qui va forcément spontanément chez le médecin. Donc poussé un peu par mes parents à aller chez le médecin, j'ai fait une prise de sang. Et tout ça s'est passé en l'espace de 5 jours, quoi. Ah oui, Et à finir, à pu pouvoir sortir d'une voiture tout seul. Enfin, ouais, j'étais vraiment bloqué. Et du coup, complètement aussi inconscient du fait que ça puisse être un cancer. Et quand ça a été diagnostiqué à l'hôpital, on tombe un peu de haut, on ne s'attend pas du tout à ça. Surtout, moi j'avais 20 ans du coup, et j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être quelque chose comme ça, quoi. Vous aviez aussi 20 ans, Marianne Lucas, quand vous avez été diagnostiquée. Et j'ai été diagnostiquée assez tard parce que pareil, on pense toujours que ça arrive aux autres. Et donc j'ai laissé traîner des douleurs au dos pendant 1 an. Et donc j'ai fait de la kiné pendant 6 mois. Enfin, j'étais pas du tout en train de me dire que c'était un cancer, que ça pouvait être grave. Je pensais simplement que c'était bénin, qu'il fallait que je muscle mon dos. Et donc ça a été un peu un coup de massue quand j'ai appris, mais un soulagement aussi parce qu'on comprend pourquoi on perd du poids. Il y a une explication aussi. Pourquoi on est fatigué, on comprend beaucoup de choses. Et donc ça permet aussi de savoir où on va et de savoir ce qu'on a et ce qui nous attend pour aller mieux après. Donc c'est aussi un soulagement, je dirais. C'est un peu un mélange des deux, un soulagement et aussi une crainte parce qu'on s'aventure dans quelque chose qu'on ne connaît pas et on perd notre insouciance d'enfant qu'on a malgré tout encore à 20 ans. Puis souvent, le cancer et la leucémie sont un peu associés à la mort, donc je pense que ça doit aussi être tétanisant. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on ne pense jamais au cancer à des jeunes de 20, 25 ans et que c'est toujours associé à des personnes plus âgées. Pourtant, il y a des chiffres aujourd'hui qui prouvent que ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Oui, ça arrive, mais ça reste extrêmement rare et heureusement qu'on ne pense pas à ça en premier quand on a mal au dos ou quand on est fatigué. Sinon, ce serait compliqué. Et les chiffres, c'est à peu près sur les 15-25 ans, 1900 cas par an. En Bretagne, c'est 300 cas par an, donc ça reste des chiffres très petits par rapport au cancer en général. Chez les adultes, on est plutôt sur les 300 000 cas par an, donc on reste sur des raretés et heureusement, un médecin généraliste n'en verra peut-être qu'un jeune sur toute sa carrière. Et donc c'est difficile de penser à ça. Quand on est jeune, parce que notre corps change, on grandit, on vient de finir la croissance, on fait un boulot où on peut avoir un peu mal au dos. Et puis les parents n'y pensent pas, le médecin n'y pense pas. Et donc c'est à force, c'est vraiment une tranche d'âge difficile au diagnostic puisqu'il y a souvent un retard au diagnostic. Donc la tranche d'âge que vous dites, c'est 15-25 ans. Oui. Et quels sont les cancers qui les touchent? Alors ils sont vraiment là aussi dans la transition vers l'âge adulte. Donc on retrouve toujours les cancers pédiatriques qui sont eux aussi très rares. Donc les leucémies et les lymphomes, comme on peut voir ce matin sur le plateau. Il y a aussi toujours les tumeurs cérébrales qui touchent tous les âges. Et puis, on a quelques maladies qui restent rares de manière générale, mais qui ont des pics d'incidence à ces âges-là. Et en particulier les sarcomes osseux, donc les sarcomes d'Ewing ou les ostéosarcomes, qui vont toucher les membres et qui touchent en particulier les adolescents et les jeunes adultes. Alors, vous avez eu tous les trois, je crois, à peu près plus d'1 an de traitement, voire plus pour certains. Comment on s'entoure? Comment la famille fait corps aussi? Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous vouliez aussi sensibiliser, sur finalement, quand on se retrouve face à un cancer et qu'on est jeune et que notre famille aussi est prise au dépourvu, finalement, il reste quand même aujourd'hui peu d'infos. On se sent un peu seul. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, on ne sait pas où on va quand on a un cancer. Moi, j'ai eu, on va dire, la chance d'avoir une cousine qui avait un ami qui avait un cancer, qui avait la même chose que moi. Et c'est vraiment en l'appelant que je me suis rendu compte de vers quoi j'allais. Il m'a vraiment aidée dans l'approche du cancer et de la chimiothérapie. Et je savais un peu ce qui m'attendait. Et après, c'est vrai que l'entourage est hyper important. Je pense que le soutien psychologique dans une maladie, c'est vraiment essentiel. De garder des objectifs en tête, de fixer un objectif de fin. Donc voilà, moi, ma famille m'a vachement entourée, mes amis. Et finalement, quelle est la question qu'on se pose? C'est tout de suite les études, est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas? Dans quelle manière je poursuis ou c'est... Je pense que là, la question des études ne se pose pas. Ouais, je pense que là, la question de guérir, c'est la première question. Donc on se lance à fond dans les traitements et les études, on verra après. Je pense qu'on a tous réagi de la même manière. On est focalisé sur la guérison. Même les médecins nous disent, là,
c'est ça, on s'occupe de la guérison et après le reste, on verra, vous aurez toute la vie devant vous. Ouais, puisque les traitements sont Pour lourds vers ça. aussi. Voilà, c'est ça. Et puis assumer les deux, je pense que c'est pas possible. Oui. On a déjà les traitements à accepter, les effets. Donc chaque chose en son temps, la guérison, les Bah études oui, ensuite. j'imagine. Moi, j'avais fini mon bachelor, donc mes 3 ans d'études, et j'étais en préparation. Je devais faire une préparation pour les masters à Paris, que j'ai annulée, mais que j'ai fait à distance. Oui, parce que c'est ça, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on continue les études ou pas? Vous avez quand même fait Ouais. cet effort-là pendant cette période de votre vie. En fait, je voulais continuer quand même à avoir des choses à faire et je voulais pas que mon quotidien, ce soit que le cancer. Donc j'ai fait cette préparation à distance que j'adaptais en fonction de mes traitements. Moi, j'avais des chimiothérapies toutes les 2 semaines, donc la première semaine, j'étais un peu plus fatiguée, mais la deuxième semaine, je me remettais dedans et j'arrivais à travailler. Mais je me laissais un peu de temps pour récupérer quand même. Là où vous êtes tous les trois surprenants, je vous le dis, c'est cette manière de faire de cette maladie une force. Donc va arriver ce projet d'Atlantic Rebirth. Déjà, comment il naît? Est-ce que ça trotte déjà dans votre tête pendant que vous vous battez contre la maladie, ou c'est quelque chose qui vient naturellement quand la phase rémission arrive enfin? Alors ça a mis un peu de temps à mûrir dans nos têtes. C'est quand je suis rentrée en fait en école de commerce, donc en master à Neoma à Rouen, que j'ai rencontré l'association Cheer Up. Donc c'est une association d'étudiants qui œuvre dans plusieurs écoles de commerce en France et qui aide les enfants atteints d'un cancer à réaliser leurs rêves et même dans leur quotidien. Et c'est une soirée caritative qu'ils organisaient, qu'ils ont parlé Ils parlaient de comment on pouvait aider les jeunes. Et moi, j'étais à ce moment-là dans l'association de voile. Et c'est avec une amie, on a eu une idée d'un coup. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de traverser l'Atlantique. Et on s'est dit, pourquoi pas monter un projet. Moi, j'ai eu un cancer. On peut peut-être en même temps aider les jeunes. On va lancer un projet un peu fou. Et quand est-ce que Lilian arrive dans l'histoire? Et si tu veux... J'arrive 1 an avant le projet. Où justement donc Sybille et sa petite sœur me contactent. En fait, je rallie le projet par 2 biais. En fait, moi, mon quotidien, c'est de naviguer et je sors aussi tout juste de la maladie. Donc voilà, ça fait un peu une double association au C'est une projet. évidence pour vous de vous associer à ce projet? Ouais, alors est-ce que ça tombe bien sur moi ou pas, j'en sais rien, mais oui, c'est vrai que du coup, quand elle me propose le projet, pour moi, ça a vraiment du sens, en tout cas, de partir avec elle. Et puis moi, c'est aussi dans mes projets de voile pour traverser l'Atlantique, donc je l'utilise de toutes les manières. C'est un petit entraînement pour moi. C'est aussi, Petit entraînement. c'est aussi une belle aventure de partager ça avec d'autres gens parce que on n'a pas forcément la chance de le faire tous les jours. Donc, Bon, après le moment où on se dit, on va traverser l'Atlantique, donc il faut déjà se dire ça. Qu'est-ce que ça suppose de monter un tel projet? En fait, il y a toute la partie, l'organisation. J'ai eu l'idée de ce projet en 2019. Vous ne partirez que 2 ans plus tard, donc Voilà, ça veut c'est dire ça. 2 ans de préparation. Février 2021, on avait un peu plus de 1 an et demi de préparation. Donc il faut un bateau pour Il commencer. faut un bateau, c'est ça. En fait, j'ai eu aussi cette idée parce que on aime bien la voile dans la famille et on avait un bateau à disposition, D'accord. le bateau de mes parents. Donc ça permettait quand même déjà de partir avec un bateau. Après, c'est la recherche de sponsors. Donc voilà, trouver des partenaires qui vont nous soutenir dans l'aventure, qui sont engagés aussi contre le cancer. Après, ça va être toute la communication, parce que le but du projet, c'était vraiment déjà de sensibiliser au cancer, de montrer aux jeunes que c'est important d'avoir des rêves après une maladie, que la vie continue après une maladie. Et donc, à la fin de ce projet, avec l'aide des sponsors, reverser cet argent à l'association Cheer Up pour aider les enfants à leur tour à réaliser leurs rêves. On va tourner juste un petit peu la tête. C'est l'équipage, donc composé de votre père, votre sœur, Lilian et vous. Oui. C'est aussi, est-ce que c'est aussi important cette préparation physique et mentale finalement, puisque vous sortez d'une épreuve quand même assez douloureuse, assez prenante. Et comment on se prépare aussi dans sa tête et physiquement à ça? C'est plein de choses. Je pense qu'on a tous les 4 du coup le goût de l'aventure et le goût de la mer. Donc c'est vrai que je pense qu'on n'est pas forcément trop effrayé par le fait d'aller naviguer. Ouais. On est peut-être plus effrayé par le fait
de cette solitude quand même un peu au milieu de l'Atlantique. On a cette chance de partir avec des moyens de communication. C'était aussi la base du projet, c'était de communiquer avec les des enfants et les gens extérieurs du projet sur cette traversée, ce qu'on a vraiment très bien réussi. Et donc voilà, c'était la crainte du bon fonctionnement de tout le projet. On part quand même à une période, on est juste après Covid, donc il y a eu toute une mise en place qui n'a pas toujours été simple. Puis vous partez en plein hiver aussi, puisque vous êtes parti en février 2021. Ouais, c'est ça aussi, c'est donc important. c'est la période, c'est la période aussi qui est plutôt bonne pour partir sur l'Atlantique. Et je pense qu'on était aussi... C'était un mélange un peu d'excitation et de peur et plein de choses. Donc, Et on se souvient forcément de ce 27 février 2021 où là, c'est vraiment le jour du départ. On voit d'ailleurs ces images. Il faisait très très beau. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On se dit, OK, c'est le début de quelque chose, mais aussi la fin, la concrétisation d'un projet. C'est ça. Moi, je me rappelle vraiment à ce moment-là, j'avais peur. On part pour 20 jours de mer, on va voir personne. Mais en même temps, ça y est, le projet est lancé, enfin, on commence. On a du monde qui nous suit et on sait vers quoi on va. Ça a une saveur particulière, Lilian, malgré toutes vos navigations là, c'est un souvenir mémorable. Pour moi déjà, pour nous tous, c'était la première à la voile. Donc non, c'était exceptionnel et ça a du sens pour plein de choses. Moi, tous les projets voile se sont arrêtés quand j'étais à l'hôpital. J'ai arrêté aussi les études par rapport à ce qu'on venait de dire avant. J'ai vraiment tout arrêté et du coup, c'était une grande première pour moi de repartir comme ça et aussi rapidement. Et c'est quoi les images qui vous marquent de cette traversée? Pendant la traversée? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où vous les racontez, c'est des anecdotes, on en rigole, des moments peut-être aussi plus tristes, plus intimes C'est vrai qu'on passe un peu par toutes les phases en bateau, je trouve. Déjà quand il y a un peu de vent ou la nuit, ou quand on se dit qu'on est vraiment au milieu de l'Atlantique tout seul sur un petit bateau de 11 mètres. On a peur d'être englouti. On ne sait jamais, mais bon, après on est une équipe, donc on s'entend bien, ça se passe bien, on avance. Moi je retiens vraiment plus de super moments que de mauvais moments en mer. C'était vraiment une super expérience. Et à quoi on pense? Est-ce que c'est cliché, ce que je vais vous dire peut-être? Est-ce qu'on repense à toute l'année que vous avez vécue? Ou est-ce qu'au contraire, on met ça de côté et on vit l'instant présent? À quoi vous pensez quand vous êtes sur l'eau à naviguer? Parce que j'imagine qu'on ne parle pas tout le temps. Il y a des moments de... non, on ne parle pas tout le temps ou on parle tout seul. Ouais. Mais, c'est possible. Mais non, on repense à pas mal de choses. Après, je pense qu'on est aussi vraiment dans le moment présent. Je pense qu'il y a déjà une bonne logistique à gérer sur 24 heures non-stop. Donc, le bateau, la communication. Faut juste déjà vivre sur le bateau, se nourrir, dormir, se reposer, gérer aussi le bateau, etc. Et puis après, on a chacun notre moment pour, soit pour repenser à ce qui s'est passé avant, soit... c'est vrai que le fait de communiquer avec l'extérieur, et que c'était le but du projet, c'est vrai qu'à chaque fois, on a cette petite piqûre de rappel de pourquoi on fait ça. Et justement, comment ils l'ont vécu, ces enfants hospitalisés qui suivaient vos aventures, tel un feuilleton, les feux de l'amour à la mer, presque? On a eu des petits retours pendant la traversée, quand même de la famille ou des gens qu'on ne connaissait pas. Super, bravo pour le projet, on est trop contents de vous suivre. C'est hyper encourageant et on se dit qu'on fait ça pour quelque chose. Donc c'était sympa d'avoir. Et je pense qu'il y a une association, une organisation qui vous suivait particulièrement, c'est Aubaget, puisque vous avez porté les couleurs de l'organisation tout au long de votre traversée. Quand vous réécoutez ça, puisque j'imagine que vous avez suivi avec attention leur traversée, qu'est-ce que ça vous inspire de réécouter cela? Moi, je suis toujours très admirative de ce type de projet. C'est ce qu'on dit souvent, le cancer c'est une étape difficile avec beaucoup de peur, de crainte, des sentiments pas très agréables.
Mais je pense qu'après tout ça, ça rend plus fort, ça fait faire le tri, ça permet aux jeunes de déplacer des montagnes, peut-être qu'ils n'auraient pas déplacé tout de suite ou peut-être jamais. Et du coup, moi, je suis admirative et puis je les remercie parce que c'est vrai qu'au quotidien, quand on est avec les patients qui sont en cours de traitement, c'est vrai que c'est difficile parfois de leur dire mais si, on va y arriver et puis un jour tu feras tout ça. Là, ça devient concret et puis du coup, ça leur donne vraiment un message d'espoir. On peut guérir et on peut faire des trucs super. Justement, on va regarder ce petit reportage. C'est nos confrères de Martinique, la première qui vous ont retrouvé à l'arrivée sur le ponton. On va regarder. Arrivée gagnante pour l'équipage de l'Atlantic Rebirth. Ils sont 4 à avoir traversé l'Atlantique en 19 jours. Parmi eux, Sybille et Lilian, 2 malades du cancer en rémission. Un défi pour montrer qu'on peut toujours réaliser ses rêves. Ça fait bizarre de voir des gens, d'être à terre, d'arriver. Enfin là, c'est trop beau. Content d'accomplir ce projet. Sybille a travaillé pendant plus d'1 an sur ce truc, donc c'est super d'arriver. Il y a du monde à l'arrivée, il fait beau. 2 ans après son combat contre le cancer du sang, Sybille a élaboré ce projet avec l'association Cheer Up qui aide les enfants atteints de cancer. On a décidé de monter un projet un peu fou qui pourrait allier quelque chose de solidaire, de sportif, tout avec ma maladie et essayer de faire passer un message comme ancienne malade aux malades et aux enfants particulièrement. Parce que le côté psychologique dans une maladie, c'est très important. Un message d'espoir pour les malades et leurs familles, une initiative soutenue par la Ligue contre le cancer et la Marina du Marin. Sybille et Lilian vont échanger avec des enfants touchés par le cancer. Alors, ça fait quoi de revoir ces images avec Lilian, une chevelure. J'ai coupé à l'arrivée parce que ça a fait des nœuds pendant 2 semaines. Donc, J'imagine après 19 jours de traversée. C'est ça. Non, ouais, c'était... justement, les cheveux, c'était un petit message aussi avec... C'était un défi un peu pour moi de... En fait, avant de tomber malade, j'étais rentré de voyage et j'avais ce petit défi de me garder les cheveux longs 1 an. D'accord. Et du coup, j'ai dû les couper pour la maladie, parce que j'ai pas voulu qu'ils tombent. Le fait d'avoir les cheveux longs, ça faisait beaucoup. Et du coup, post-maladie, j'ai voulu me relancer ce défi qui était d'avoir 1 an les cheveux longs. Défi réussi là. Et défi réussi avec la Transat, ouais, où on a coupé du coup à la fin. Mais ouais, ça faisait part pour moi de passer du coup rien aux cheveux très longs. Ouais. Ouais, c'était symbolique mais Exactement. important. Et le fait de naviguer aux couleurs d'Aubaja, c'est aussi, vous faites ça pour vous et aussi pour les autres. C'est ça, c'est partager un projet et toucher en fait le plus de monde possible, je pense. Et c'est une manière aussi de mettre en avant ce dispositif qui est peu connu, parce que sur ce plateau, aucun de vous 3 n'a bénéficié de cet accompagnement que propose Aubaja. Donc on va prendre un petit temps aussi pour expliquer les missions de cette organisation, des missions très importantes. D'abord, quelle est la mission principale s'il devait y en avoir une? Puisque vous avez une palette très large. C'est difficile. De l'organisation, c'est accompagner d'abord les 15-25 ans. Voilà, donc on a une mission d'accompagnement du jeune. Donc après 15-25 ans, c'est parce que On aime bien mettre des cases. Voilà, mais on peut aider à 26 ans sans souci. Donc l'accompagner le jeune atteint de cancer, mais aussi ses proches. Proche au sens large, ça peut être la famille, ça peut être les profs, ça peut, c'est toute personne qui, dans son entourage, a un jeune atteint de cancer, peut faire appel à nous. Et puis aussi les soignants, parce que ces jeunes, ils sont pris en charge dans des services où ils vont être, on l'a dit, peu nombreux, et où finalement, c'est pas l'habitude de recevoir des jeunes, que ce soit en pédiatrie, où il y a plutôt des enfants, et les services d'adultes, où il y a plutôt des personnes plus âgées. Finalement, les soignants sont un peu entre deux perturbés, parce que c'est une tranche d'âge avec un mode de communication, de fonctionnement au quotidien qui peut mettre un petit peu à mal, et donc on est aussi là pour eux. Et sur quel type de domaine se situent vos accompagnements finalement? Ça peut être très large, ça peut être le sport, la cuisine. Voilà, donc ça c'est toute la
partie soins de support, parce que quand on a un cancer, on n'a pas seulement besoin de chimio, chirurgie et radiothérapie, on va aussi avoir besoin de soins. Alors on parlait tout à l'heure de la scolarité, certains voudraient continuer leurs études et ça fait partie des choses, il faut avoir le choix. Et avoir le choix, il faut être aidé, sinon c'est difficile, on laisse tout tomber et puis et c'est pas ça qu'on souhaite. Nous on souhaite pouvoir offrir un parcours plutôt adapté, c'est-à-dire sans interruption vraiment obligée, pouvoir lui donner le choix de se réorienter ou de pouvoir poursuivre ses études avec des aménagements. Et ça, il y a besoin d'aide. Ils sont déjà effectivement dans un combat et il faut que nous, on puisse faciliter ça. Donc ça, dans les soins de support, on a aussi tout un tas de choses. L'activité physique adaptée, on va avoir la psychologue, on va aider avant tout traitement, par exemple, on va aider à la préservation de la fertilité. Pendant le traitement, les modifications corporelles peuvent être difficiles et du coup, ils peuvent avoir des difficultés dans leur vie affective. Donc la scolarité, la réorientation professionnelle, et puis tout le côté diététique aussi, parce que parfois ils perdent beaucoup de poids. J'espère que j'en oublie pas, mais si, je pense que j'en oublie. Et on a aussi, alors ça c'est tout côté soins de support, mais on a aussi un grand rôle dans les choix thérapeutiques. En fait, il faut qu'il y ait un double regard de pédiatre et d'adulte parce que ce sont deux mondes différents. Et la maladie Hodgkin en est un très bon exemple. On n'a pas tout à fait les mêmes protocoles. Globalement, on a quand même les mêmes pronostics. Sinon, c'est arrivé pour certaines maladies qu'on prenne les protocoles des uns et des autres. Mais en fait, en fonction des choix thérapeutiques, il va y avoir des possibilités en termes de risque pour la fertilité ou pour poursuivre ses études. Du coup, on va s'adapter. Voilà, ce que vous dites, c'est de ne pas avoir forcément le choix entre pédiatrique ou adulte, ce que vous avez dû faire en fait les uns et les autres, c'est-à-dire à un moment donné soit basculer du côté adulte, soit rester dans le côté pédiatrique. Et ça, c'est difficile aussi, c'est ce que vous disiez dans le traitement de ne pas se sentir à sa place, soit trop vieux, soit trop jeune, selon la situation. On est vraiment entre deux mondes et au final, ils savent pas trop vers qui nous orienter. Enfin, je me rappelle, mon hématologue m'a pas parlé d'Obaja ou à la fin de mon traitement. Et c'est dommage parce que... Ouais. Mais j'aurais bien aimé en bénéficier pendant mon traitement. Mais il existe aussi quand même des associations. C'est ce que vous disiez, Marianne Lucas, dans le pays de Quimper, en tout cas. Il y a une association qui vous a accompagné. Moi, c'est Parcours Cancer, donc c'était quand même avec des adultes plutôt. Ouais. Mais en dehors, je fais partie de Sunap. C'est justement une application qui met en relation des jeunes patients. Donc c'est un moyen de communication facile pour eux, les applications sur téléphone. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes. Parce que c'est ça aussi le problème, quand on a 20 ans, on est un adulte, certes, mais on est quand même un peu un enfant. Et donc se retrouver avec des personnes âgées, c'est compliqué. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme nous ? Donc c'est plus facile avec des moyens comme des applications pour nous de rencontrer d'autres patients et de rentrer en communication avec eux, de pouvoir partager, échanger avec des personnes qui vivent au quotidien la maladie et qui savent mieux que personne ce que c'est. Et justement, vous avez décidé, alors vous naviguez pas, vous ne traversez pas l'Atlantique, mais à votre niveau aussi, vous mobilisez, vous souhaitez lever les tabous. C'est quoi les tabous autour du cancer quand on n'y est pas touché ou que notre entourage... La mort. Dès qu'on dit cancer, dès qu'on dit qu'on a un cancer, on est regardé avec des gros yeux. Donc déjà un cancer à 20 ans, donc déjà ça paraît impossible, visiblement si. Et après ça, c'est la mort. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, il y a une vie après et elle est encore plus belle. Ça nous permet de faire des choses, comme vous disiez tout à l'heure, auxquelles on n'aurait pas imaginé, des choses qu'on n'aurait jamais tentées. Et donc on est quand même beaucoup plus fort. On savoure la vie, on sait ce qu'est la vie, on n'en a qu'une et qu'il faut la prendre comme elle est et faire tout ce qu'on veut. Et je pense que la maladie nous rappelle ça, qu'elle est unique, elle est précieuse et qu'il faut faire ce qu'on aime. Et ça, c'est très important. Et je trouve dommage qu'il faille en arriver là pour se rendre compte du prix de la vie. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et au final, on en profite. On monte des projets extraordinaires comme eux, où on fait des choses plus petites à notre échelle, mais des choses qui nous plaisent. Oui, parce que justement, vous aussi, vous avez voulu, après la traversée, aller continuer à rencontrer des classes. Vous vous êtes même rendu dans votre ancien lycée. Ça a dû faire quelque chose quand même, non ? C'est vrai que d'intervenir... je ne pensais pas retourner dans mon lycée pour intervenir sur le cancer. Mais je trouve ça bien aussi de communiquer avec les jeunes sur ce sujet qui est vraiment inconnu. Parce que... C'est quoi les questions qu'ils vous posent
Ils sont curieux, ou ça leur fait peur, ils osent pas, Lilian? Eh ben, ouais, ils sont curieux, bizarrement, et en même temps, c'est pas tant étonnant que ça. Tout le monde a quelqu'un, enfin, tout le monde connaît quelqu'un qui est malade. Souvent pour les enfants assez jeunes, ça va être les grands-parents ou des gens quand même assez âgés. Et pour des ados, bah voilà, ça va être un oncle, une tante. Pareil, souvent on a quand même toujours cet exemple qui est un peu les grands-parents. Et après les questions, voilà, elles tournent autour de combien de temps ça a pris. C'est quoi une chimiothérapie? Ouais. Tout simplement, personne ne sait, même nous, je pense qu'on ne savait pas avant de commencer les traitements. Qu'est-ce que c'est une chimiothérapie? Ça peut paraître bête comme question, mais au final... non, elle est évidente et on ne peut pas y répondre avec facilité. Et je trouve que c'est important justement de pouvoir répondre à ces questions-là, parce que comme tu disais, tout le monde connaît quelqu'un qui a un cancer dans sa famille, et sauf que s'il n'y a pas quelqu'un pour répondre à ces questions-là, les personnes qui accompagnent, elles sont dans le flou et leur accompagnement peut être difficile. Alors il faut oser poser les questions, savoir ce que c'est réellement la maladie pour permettre un accompagnement parfait. Et ce que je trouve aussi bien avec Obaja, c'est que vous accompagnez la famille. Et là, on n'a pas parlé de ça. Un petit peu t'évoquais en disant que souvent, c'est les grands-parents. Les parents, normalement, ils n'accompagnent pas leurs enfants malades. C'est pas l'ordre des choses. Et je trouve que là, on parle de nous malades. Mais la famille, c'est aussi compliqué pour elle. Et pour les parents d'accompagner leurs enfants, c'est un autre combat, mais ils sont avec nous et c'est aussi très compliqué pour eux, la maladie. Et je trouve ça chouette d'avoir des associations qui accompagnent le malade, mais aussi la famille. C'est important. Sur cette question-là, Obaja, comment vous prenez part Alors en fait, on a vraiment un rôle de... Donc on ne se... Parce que vous êtes facilitateur, fédérateur, c'est quelque chose qui revient souvent chez vous. C'est ça, parce qu'en fait, on n'a pas un service dédié, on n'a pas des lits, on ne fait pas les choses à la place, on ne se substitue pas aux équipes qui prennent en charge nos patients, mais par contre, on va faciliter le parcours et on va accompagner. Et surtout à des moments où finalement, il y a peu de prise en charge, c'est-à-dire avant le diagnostic, on en a parlé, qu'est-ce que j'ai, le docteur il ne sait pas... Et donc, il faut de plus en plus, on est appelé de plus en plus tôt et c'est bien parce qu'en fait, il y a des référents régionaux qui vont bien s'occuper de cette maladie. Et du coup, avant même de biopsier, parfois, il vaut mieux nous appeler pour qu'on oriente au bon endroit. Oui, on pourrait, à partir de symptômes... Voilà, si un médecin généraliste trouve une boule sur un jeune, il peut nous appeler et nous, on va dire, allez le faire biopsier à tel endroit, proche de son domicile. C'est là qu'il y a le référent. Et puis, on intervient aussi énormément sur l'après-cancer. Parce que quand on ne va plus en chimio, on ne voit plus la psy, plus l'assistante sociale du service. C'est normal parce que les moyens sont limités. Sauf qu'en fait, moi, ce que je remarque au quotidien, c'est qu'on est en mode combat. Donc on y va. Tout le temps. Et puis quand tout s'arrête, les cheveux repoussent, la vie normale reprend. Puis les autres ils disent, mais pourquoi tu te plains? C'est fini, t'es guéri. Non, en fait, je viens de me taper 1 an de chimio. C'est dur. Mais sauf que ça ne se voit plus. Et c'est là qu'on peut intervenir. Moi, je fais aussi du suivi à long terme, donc adultes. Et là, je me rends compte, les jeunes qui ont été malades, ils vont super bien. Mais leurs parents et leurs frères et sœurs, ils ont pris un petit coup. Et parce qu'en fait, je pense qu'il y a des mouvements psychologiques qui font qu'on s'en sort. Mais quand on ne le vit pas dans son corps, c'est moins facile. Donc clairement... Il y a un très gros décalage entre... Moi, tous mes frères et sœurs vivent à l'étranger. Et le jour où mon frère qui vit au Canada est rentré en France, il était tout au courant, je l'avais très régulièrement en visio. Et l'avantage, c'est que quand je dormais pas la nuit, du coup, il avait les 6 heures de décalage, donc c'était parfait, c'était lui qui m'occupait mon temps. Mais par contre, complètement à côté de la plaque, dans le sens peut-être positif du terme, mais complètement à côté de la plaque dans l'état dans lequel j'étais. À vouloir aller faire du sport, alors j'étais en pleine chimio, et en même temps je pouvais pas lui en vouloir de tout ça, mais comme quoi quand on n'est pas au jour le jour, ou pas forcément tous les jours, mais voilà, au quotidien dans le suivi de la maladie, et en fait on se rend pas compte de l'état dans lequel les patients peuvent être, et puis après voilà, on a tous déjà plus ou moins des traitements différents, et on a tous vécu le traitement différemment, en termes de temps, en termes de difficulté à le recevoir dans notre corps, etc. Donc ça joue vachement aussi de chaque individu là-dessus. Je vous remercie en tout cas pour vos témoignages. Vous avez aussi souhaité mettre en lumière un ami ce matin, Luc Nérambourg, qui suit vos traces aussi un peu à sa manière, pas en mer mais sur terre. Il est avec nous en duplex depuis Paris. Merci Luc d'être avec nous ce matin. Alors vous avez réalisé un GR solidaire en Corse,
en hommage à un ami décédé justement d'un cancer. Oui, oui, bonjour. Oui, merci beaucoup. Exactement. On a souhaité soutenir une cause à travers une association qui s'appelle Rêve, qui réalise des rêves d'enfants malades. Et donc, on a été inspiré par tous ces projets comme celui d'Atlantic Rebirds, soutenu par Sybille. Et donc, le but, c'était avec cofondateur Léo Boisseau, mon pote, on voulait faire notre part en fait à l'image du colibri et de se dire que voilà, nous, en fait, on a à travers notre ami Anatole, il y a 3 ans, on a connu ça. On a connu le cancer parce que lui, il l'a eu et il s'est envolé au bout de 3 ans de sa maladie. Et donc après ça, nous, en fait, on a vécu un peu, comment dire, notre meilleure vie. On voyageait, on faisait plein de choses parce que justement, on avait été sensibilisés à la notion du temps, de se dire qu'il faut profiter de la vie et de chaque instant. Et après 3 ans, du coup, on a été témoin de ce que Sybille faisait. Donc en avril dernier, on a décidé de lancer notre propre association qui s'appelle 86 400, du temps pour s'engager. Et c'était de sensibiliser, de dire que chaque jour de notre vie, on a du temps. Donc 86 400, c'est le nombre de secondes que vous avez dans une journée. Donc on est parti en Corse en août dernier, réaliser le parcours du GR20 afin de récolter des dons pour l'association Rêve, du coup, qui est une association nationale. Et ça s'est super bien passé, comme vous voyez là sur les photos. On a fait tout le parcours. À la base, nous, on est deux super potes avec Léo et on fait du sport un peu à travers le monde. Et puis on a fait de l'aviron en sport-études ensemble. On a des super expériences. Et du coup, on voulait reprendre un petit peu les valeurs de notre ami Anatole, qui sont des valeurs. Il adore la nature, il adorait le sport et tout ça. Donc c'était pour faire suite à tout ça. Et quelles sont les missions que vous vous donnez pour votre association ? Alors les missions, c'était des missions aussi de sensibilisation, comme l'a fait très bien Sybille. C'est vrai que nous, on a vécu un peu d'extérieur, comme vous le disiez, la maladie, le cancer. Mais ça touche tout autant, via Anatole. Voilà. Et les missions, en fait, c'était de se dire peut-être que comme Sybille, avec le projet Atlantic Rebirds, nous a inspirés. Peut-être que notre mission à nous, c'est aussi de pouvoir inspirer d'autres personnes à travers notre projet. Donc la mission, c'était avant tout de récolter des dons pour soutenir un enfant malade. C'est ce que fait Rêve, c'est ce que fait l'association au jour le jour. Elle soutient les rêves d'enfants malades. Donc nous, on a récolté assez d'argent pour pouvoir envoyer Mina, donc c'est une petite fille qui a 6 ans, qui est atteinte d'une grave maladie et qui va partir du coup grâce à l'argent récolté en Laponie le 9 mars prochain. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Lilian et Sybille, vous êtes devenus amis aussi ? Oui. C'est important d'en parler, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir vécu cela pour être aussi un porteur d'espoir. C'est ça, je suis contente que... Enfin même, je dis pas que mon projet va inspirer certaines personnes, mais même que ça puisse inspirer des personnes qui n'ont pas forcément eu de cancer à lancer des projets où que chacun se dise faut que je fasse quelque chose de ma vie, de beau, d'important, autant en profiter, faire des choses belles. Et j'imagine que vous avez encore des projets, Luc, dans les cartons. Ouais, des projets, il y en a plein, et c'est pas les idées qui manquent, ça c'est sûr. Là, Léo qui est l'autre moitié de ce projet, va réaliser le marathon de Paris prochainement. Donc là, il le fait vraiment pour lui seul, et justement, c'est chaque année, il se lance des défis comme ça, comme on peut le faire. Après, des projets, il y en a plein, ça tourne autour du sport, bien sûr, des projets entrepreneuriaux, dans l'entrepreneuriat aussi, et plus largement vers l'environnement. Mais oui, le VTT, le kayak, il y a plein de choses, et le but, ça va être de pourquoi pas essayer de soutenir des petites associations ou des jeunes qui veulent se lancer à leur tour. Donc voilà, on a une association qui est maintenant créée, qui est loin de 1901, donc qui peut maintenant soutenir aussi d'autres gens. Donc le projet serait peut-être aussi de donner de l'élan et du soutien, construire grâce à ça. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous depuis Paris. Il nous reste juste quelques secondes. Comment s'écrit l'avenir pour tous les trois, assez rapidement, maintenant que la vie a repris, que les projets... Alternante, déjà. Oui, alternante cette année. Je finis mon alternance à la fin de l'année. Donc là, c'est le saut dans le grand... Exactement.
Monde professionnel, Luc, vous, je crois que c'est une Lyon. transat qui se prépare. C'est ça, exactement. Je prépare à nouveau une transatlantique à la voile, en solitaire, dans une course qui s'appelle la Mini Transat. Donc voilà, je prépare ça activement. Plein de courage. Et Marianne, vous, ça commence à se préciser niveau professionnel. Ah oui, du coup, avec la maladie, j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire et à m'épanouir. Donc là, je suis partie en psychologie et j'adore ce que je fais, voilà. Donc je suis encore merci étudiante. infiniment à tous les trois. Merci, docteur Merci Bonneau, à d'avoir vous. été avec nous. Merci de nous avoir partagé beaucoup. cette part de votre vie si intime. On va faire une petite photo parce que c'est la tradition dans notre émission, la photo de fin d'émission avec nos deux invités formidables. Merci à vous qui nous suivez sur France 3. À demain. Vous êtes partis, vous allez faire partie du trombinoscope de la famille, vous êtes formidables. Je vais vous demander de vous rapprocher. On n'est pas égaux. Et non, c'est les stars. Il y a les stars et puis les autres. Never seen anybody